Alors, un pervers narcissique, c'est une personne qui est porteuse d'une pathologie grave. Pour le docteur Aïcher Pagnard, qui est psychiatre et qui est spécialiste de ces questions, il s'agit d'une psychose blanche. Donc, psychose, ça veut dire que c'est une folie. Et blanche, ça veut dire qu'elle est sans gros symptômes du type hallucination, délire. On va voir que sur le délire, en fait, il y a quelques traces, mais qui sont difficilement perceptibles, en tout cas pour un œil non averti ou quand on n'y fait pas attention. Donc un pervers narcissique, attention parce que là ça va demander de la concentration, il est pervers et il est narcissique. Jusque-là, vous m'avez suivi. Donc on va commencer par le deuxième, sinon c'est pas drôle. Donc il est d'abord porteur de traits narcissiques. Donc une personne narcissique, c'est une personne qui est accro à l'image d'elle-même, qui met toute son énergie dans le fait de rendre une image au monde et qui met de l'énergie plus dans l'image que dans la chose faite elle-même. Il fait tout ce qu'il fait pour paraître le faire. Hein. Il a deux problèmes majeurs, ce narcisse. Le premier, c'est que comme il est uniquement dans la façade, évidemment, le fait qu'on reconnaisse la façade qu'il montre ne va pas nourrir son besoin de reconnaissance. Donc c'est sans fin, puisqu'en fait, c'est comme un assoiffé qui ne parvient pas à apaiser sa soif. Et d'autre part, pour obtenir de la reconnaissance de quelqu'un, il faut que le quelqu'un en face soit considéré comme quelqu'un de valable. Or, Narcisse ne fait pas ça parce que dès qu'en face, quelqu'un est valable, ça le met en danger, en tout cas sur le moyen et long terme. Bien. Donc, comme il cherche absolument à paraître tellement prestigieux, alors après, le prestige dépend évidemment des milieux qu'il fréquente, le meilleur footballeur chez les footballeurs, le plus grand intello chez les intellos, le plus riche chez les riches, etc. Ça dépend. Hein. En plus, il est comme le caméléon, il s'adapte. Il va chercher à avoir en permanence les projecteurs sur lui, à être en permanence au centre de l'attention. Il va exagérer ses faits et gestes. Un petit jogging du dimanche va devenir un entraînement au marathon, enfin, une aventure homérique. Il va être extrêmement susceptible, incapable de prendre la moindre remarque sur lui sans contre-attaquer, se défendre, être blessé de façon parfois très importante. Quoi encore Et puis, c'est quelqu'un qui est tellement centré sur lui qu'il manque singulièrement d'empathie. C'est-à-dire que l'autre n'est au fond pour lui qu'un miroir qui lui rend son image, hein, comme dans Blanche-Neige, miroir, ô mon miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Mais il est incapable de comprendre ce qui anime l'autre. La seule chose qui l'intéresse, c'est lui. Ça, c'est Narcisse. Le pervers narcissique, c'est donc un narcisse pervers. Alors la figure, le narcissique tout court, il est pénible. Hein, on voit bien un sujet égocentré, égoïste, entièrement dévoué à son propre éclat, c'est un peu fatigant. Mais le pervers, lui, il est toxique. Parce qu'il est, pour dire les choses tout très simplement et très directement, il est sadique. C'est-à-dire qu'il a de la jouissance à faire souffrir l'autre. Et comme le pervers narcissique est narcissique, cette jouissance, c'est le fait de se sentir grand de faire souffrir l'autre. C'est-à-dire que son pouvoir et sa puissance se mesurent à son pouvoir de nuisance. Voilà. Donc le pervers, il instrumentalise l'autre, il le déshumanise, il le considère comme un objet réceptacle de son bon plaisir, comme un instrument de son bon plaisir plutôt. Et donc si son bon plaisir consiste à faire plaisir à l'autre, au fond tout va bien. Si son bon plaisir consiste à faire souffrir l'autre, tout va beaucoup moins bien pour l'autre. Voilà, il y a des degrés dans la perversité, de la petite perversité courante, on verra qu'on abrite tous un petit pervers en nous par moment, jusqu'à la grande perversité, on va jusqu'aux actes de barbarie et les choses les plus atroces qu'on puisse imaginer sont aussi du côté de la perversité. Voilà. Donc le pervers narcissique, il conjugue les deux. Ce qui le rend dangereux, au-delà de son pouvoir de nuisance en lui-même, c'est qu'il avance masqué. Le premier des masques est un masque de séduction.
Et donc, il s'ingénie à donner à celui ou celle qui va devenir sa proie très exactement l'image de ce que celui ou celle veut rencontrer. Une de mes amies, Nagélie Perrault, dit cette phrase que j'aime beaucoup: quand c'est trop beau pour être vrai, en général, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Voilà. Donc, ils ont vraiment l'art de donner ça. Donc, si je cherche un ami intellectuel prestigieux, je vais avoir en face de moi un intellectuel prestigieux qui va s'intéresser à mon propos. Si je cherche un copain qui adore le foot, je vais avoir un aficionado incroyable, etc., etc. Si je suis une femme divorcée avec des enfants et que je cherche à faire une famille recomposée façon la petite maison dans la prairie, il n'y a pas de problème, c'est ça que je vais rencontrer. Voilà. Donc, il commence par ce masque de séduction, et puis derrière ce masque, il y en a un second qui, lui, est beaucoup plus pernicieux, en fait, qui est le masque de la normalité. C'est-à-dire que le pervers, il est très atteint psychiquement, mais une nuance à côté de la nuance normale. Et c'est ça qui est très, très difficile à repérer, et c'est ça qui fait que les proies restent longtemps et longtemps. C'est qu'elles cherchent à comprendre ce que fait ou ce que ne fait pas l'autre à partir des catégories qu'on utilise pour comprendre les gens normaux. Donc s'il a fait ça, c'est qu'il est stressé. S'il a fait ça, c'est qu'il a eu une enfance malheureuse. En plus, le pervers narcissique s'ingénie à passer pour une victime, donc ça va tout seul. S'il a fait ça, c'est que moi, la proie, j'ai quelque chose qui effectivement ne va pas. Et comme les proies sont des personnes de bonne volonté, elles se remettent en question, etc. Et en fait, c'est ce masque de la normalité qui, dans mon expérience de clinicienne, est le plus difficile à enlever. Ce moment qui dure parfois des mois, où les proies en face de moi me disent « mais c'est pas possible, c'est pas possible ». Et hop, c'est comme un gouffre qui s'ouvre sous leurs pieds, et puis c'est tellement inconcevable au sens propre, ça ne peut pas se concevoir, que ça se referme immédiatement. Voilà, pour ce qui est de ce que c'est que le pervers narcissique. Alors, ce qui est, à mon sens, extrêmement important, comme ce sont des gens très toxiques, dont il importe de fuir, c'est la seule conduite à tenir correcte, pour sauver sa peau, quoi, hein, et son intégrité psychique. C'est très important de ne pas confondre la perversion narcissique avec un tas d'autres choses qui lui ressemblent. C'est d'autant plus important que le repérage de la perversion narcissique est relativement récent. Le premier article de Paul Claude Racamier, c'est 86, donc c'est quand même très récent. Et puis que c'est à la mode, en tout cas qu'on en parle, la preuve c'est qu'on est là. Alors tant mieux, parce que ça alerte le grand public et on a tous besoin d'être alertés. Et le danger, c'est que dès qu'on croise, je vais être grossière, un emmerdeur, on le prenne pour un pervers narcissique. Du coup, on va affaiblir le diagnostic. Il n'y en a pas tant que ça des pervers narcissiques, mais par contre, quand il y en a un, il fait beaucoup de dégâts autour de lui. Hein. Donc, qu'est-ce que ça n'est pas? Alors d'abord, c'est pas parce qu'on a des petites manifestations un peu PN dans sa vie courante qu'on est un peu manipulatrice, qu'on est PN, qu'on est pervers narcissique. Par exemple, il nous arrive à tous de vouloir triompher de quelqu'un. Nous sommes, à l'heure où nous tournons, en pleine période électorale, les discussions politiques vont bon train, et de temps en temps, il y a des arguments ad hominem, comme on dit, hein, qui attaquent l'intégrité de l'autre au lieu de rester sur le plan de la discussion, qui sont tout à fait des œuvres de perversion dialectique, mais qui n'ont rien à voir avec la perversion narcissique. Si c'est une fois de temps en temps et qu'en plus la personne, après, s'en rend compte et en conçoit de la honte ou de la culpabilité, tout va bien, c'est juste un truc que c'est mieux de ne pas faire, mais voilà. Il nous est tous arrivé, c'est pas bien, mais ça nous est tous arrivé de nous réjouir du malheur d'un autre. Voilà, quelqu'un qui vous a fait 3 queues de poisson et qui finalement ne réussit pas à trouver une place sur le parking, il arrive qu'on se dise bien fait pour toi. Voilà, ce que fait le pervers narcissique en permanence, là, c'est assez ponctuel et c'est pareil, quand on en prend conscience, en général, on arrête. Et puis enfin, il nous arrive à tous de mentir. Alors, soit pour la bonne cause, si par exemple je suis en 40 et que la milice française vient me demander si j'ai des juifs dans le grenier et que je réponds non, je mens.
mais on voit bien que là, le mensonge, il est éthiquement recevable, hein. Donc il y a des mensonges qui sont éthiquement recevables. Il y a des mensonges qui servent à éviter de dire des choses qui nous font honte. Il y a des mensonges qui servent à prendre soin de l'autre. Quand je vois mon amie Geneviève et qu'elle a vraiment une mine défaite parce qu'elle est fatiguée et qu'elle a pris un coup de vieux, je vais éviter de lui dire « t'as une sale gueule ». C'est plus gentil, hein. Voilà. Le pervers narcissique, lui, il ment tout le temps. Donc déjà, il y a des différences majeures en termes de fréquence. Les gens normaux le font une fois de temps en temps, les pervers narcissiques le font tout le temps. En termes de conscience des choses, les gens normaux finissent par se sentir un peu honteux ou coupables d'avoir fait ça, le pervers narcissique jamais. Et en termes de but, quand je fais ça en tant que personne normale, je vise un but précis, même si ce n'est pas souvent la bonne chose à faire. Quand je suis pervers narcissique, mon but c'est de prendre le pouvoir sur l'autre de manière à l'asservir. On voit bien que ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est les petites manifestations perverses de la vie courante. Il y a aussi le cas, ça m'arrive très souvent, des proies qui arrivent en me disant « si ça se trouve, c'est moi qui suis perverse ». Voilà. Alors en général, le fait même qu'elles se posent la question fait que probablement elles ne le sont pas. Et puis ensuite, il faut bien voir que fréquenter au long terme un pervers narcissique amène, pour se défendre, à user des mêmes manœuvres que lui. Donc, il ne s'agit pas là de perversité au sens propre, il s'agit là de défense, même si les défenses peuvent être effectivement par moments authentiquement perverses, c'est vrai. Mais ce n'est pas structurellement vrai. Bon, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que le pervers narcissique, il a souvent une vie émotionnelle très haute en couleurs. Il alterne entre des moments d'euphorie où il est ivre de lui-même et des moments de dépression où il a subi un revers ou une humiliation. Alors ça le tue, hein. Et donc on peut... et puis, il est par moments froid comme un serpent. Dans les moments où il manipule, on finit par sentir le soubassement froid, même si devant, il montre les émotions qui vont bien pour manipuler. Donc là aussi, c'est important de se repérer. C'est un peu... Enfin, ça demande un peu de finesse, mais en laissant agir son intuition, on y arrive pas mal. Même le grand public, hein, il n'y a pas besoin d'être professionnel, vraiment. Donc voilà, la première chose, c'est les émotions contrefaites. Nous sommes nombreux à avoir appris de notre histoire, de nos familles, que quand il y a un revers, il vaut mieux être triste, et donc ce sont des gens qui sont tristes à répétition, ou alors il vaut mieux se mettre en colère, ce sont des gens qui sont en colère à répétition, ou il vaut mieux avoir peur, donc ce sont des gens qui ont peur à répétition, enfin je ne vais pas comme ça, voilà, ad libitum. Voilà, ce sont des gens qui montrent des émotions distordues, on en a tous un petit contingent dans la poche, hein, ce n'est pas forcément un signe de pathologie grave. En analyse transactionnelle, ça s'appelle une émotion parasite, parce qu'elle vient parasiter comme un parasite de radio le vrai signal. Simplement, et de la même manière, le pervers narcissique montre des émotions fake, comme on dit aujourd'hui, hein, qui sont fausses, qui sont contrefaites. Il y a une différence majeure, c'est que quand nous avons des émotions parasites dites normales, en tout cas non perverses, d'abord nous les avons de bonne foi, nous croyons vraiment que nous ressentons ça, et en thérapie, c'est tout un boulot de descendre vers la conscience de l'émotion réelle. Et de deux, elle est comme un disque rayé. En général, c'est à ça qu'on les repère, les émotions parasites, c'est que la personne, on sait que Louise est toujours en colère, Mathieu est toujours triste et Paulette a toujours peur. C'est quand on connaît la personne, elle est comme colorée par cette émotion. Le pervers narcissique, lui, il a tout à fait conscience de contrefaire l'émotion. Il utilise toute la gamme des émotions, il utilise celle qui marche. Voilà. Et donc, il est capable de naviguer là-dedans comme un poisson dans l'eau. Et ce qui est frappant, par exemple, je me souviens d'un couple de mes amis chez qui j'ai sonné, on habitait le même endroit, donc j'ai sonné pour je ne sais plus quoi, genre avoir un œuf ou je ne sais pas quoi, enfin de façon impromptue. Et il est venu m'ouvrir, c'était lui le PN, il est venu m'ouvrir, charmant, ouvert, délicieux, un homme parfait. Et je l'ai aperçue, elle, dans la cuisine, les yeux rougis et tremblantes, visiblement, il venait de se disputer. Elle était incapable de contrefaire son émotion, mais lui, visiblement, il avait pivoté d'émotion pour faire bonne figure en ouvrant. Et il n'avait pas sur lui de traces, en tout cas immédiatement perceptibles, de stress. Hein, voilà. L'autre
pathologie qu'on peut confondre avec la perversion narcissique, c'est le trouble bipolaire. Hein, donc, ce sont des gens qui alternent des phases dites maniaques, donc d'excitation euphorique et mégalomaniaque. Voilà, c'est les rois du monde. Et des phases de dépression, quelquefois gravissimes, la mélancolie. Et c'est vrai que c'est assez proche du tableau émotionnel qu'on peut observer chez le pervers narcissique. Simplement, parce que quand le pervers narcissique est ivre de lui-même, il est par moments quasiment dans des phases qui peuvent ressembler à des phases maniaques. Hein, et quand il a subi un revers, il flirte très fort avec quelque chose, un sentiment dépressif. Donc il a effectivement une vie émotionnelle potentiellement bipolaire. Simplement, dans la maladie bipolaire, entre deux crises, la personne redevient normale et, comme on dit en psychiatrie, elle critique ses crises, c'est-à-dire qu'elle aperçoit la normalité de son état émotionnel et de ce qu'elle a fait au décours de ces épisodes pathologiques. Le pervers narcissique, jamais. D'accord ? Il est entraîné par ses émotions et il ne critique jamais. Voire quand on peut l'amener à poser là-dessus un œil critique, il se défend bec et ongle. Voilà. Le dernier trouble avec lequel on peut confondre la perversion narcissique, c'est un grand mot, l'alexithymie. Donc en fait c'est un mot savant, donc c'est très simple. A privatif, lexie comme lexique, la capacité à lire, et thymie, c'est le nom médical pour l'humeur. D'accord ? Donc les personnes alexithymiques ou analphabètes émotionnels, j'aime moins ce deuxième nom parce qu'on dirait une insulte, sont des gens qui sont coupés de leurs émotions et qui n'ont pas conscience de leurs émotions. Donc ce sont des gens qui peuvent apparaître très froids et des gens qui, ne se comprenant pas eux-mêmes, sont incapables d'empathie avec les autres. D'accord ? Donc là aussi, ça ressemble. Et les alexithymiques sont capables de faire des dégâts relationnels absolument considérables. Le manque d'empathie, ça fait de toute façon des dégâts relationnels. Je ne dis pas que le reste sont des anges. Les bipolaires sont compliqués à vivre, les alexithymiques aussi. Et les gens qui ont beaucoup de sentiments parasites, pareil. C'est pas, encore une fois, ce n'est pas parce que quelqu'un est difficile qu'il est PN, mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas PN qu'il est facile. Bon. Simplement, alors, comment est-ce qu'on fait la différence ? L'alexithymique, quand on le remet en question de façon adroite, c'est-à-dire en s'adressant à sa pensée, parce que ça par contre c'est très investi, au bout d'un moment, il est capable d'apercevoir qu'effectivement, il y a là pour lui un scotome, une zone aveugle, un truc qu'il ne voit pas. Et en thérapie, par exemple, ce sont des gens qui progressent de façon souvent, c'est très gratifiant pour un thérapeute, très, très chouette, et voilà, qui finissent par rejoindre leurs émotions et s'en servir, alors toujours au service de leur pensée, parce que ce sont souvent des gens qui ont la pensée dominante, mais qui sont vraiment capables de s'en servir, de commencer à accepter d'être touchés et de commencer à comprendre ce qui se passe pour l'autre. Voilà, ce sont des gens de bonne volonté, difficiles à vivre, mais de bonne volonté. Le pervers narcissique ne descendra pas de sa froideur, puisque derrière la froideur, il y a du vide. Un vide vécu par lui qui est intergalactique, terrible, terrible. Il ne peut pas descendre de ça. Voilà, et puis dernière pathologie avec laquelle il ne faut pas confondre la perversion narcissique, c'est la pathologie paranoïaque. Alors il y a les paranoïaques décompensés, donc ceux qui sont complètement délirants, ceux-là on les repère assez vite, parce qu'ils racontent des choses invraisemblables. Les voisins cherchent à m'empoisonner en m'envoyant des vapeurs mortelles à travers les conduits du gaz. On se rend vite assez compte que ce n'est pas cohérent. Voilà. Et puis, il y a la personnalité paranoïaque, qui a quand même... Donc, la personnalité paranoïaque, donc avant la décompensation, ça peut être des gens qui ne décompenseront jamais, se caractérise par 4 traits qui sont assez proches des traits de la perversion narcissique, c'est-à-dire la méfiance, l'incapacité à être proche, l'orgueil, effectivement les PN sont assez mégalomaniaques, la psychorigidité, c'est-à-dire l'énoncé de grands principes très clairs et très intangibles, et la fausseté du jugement, c'est-à-dire l'incapacité à percevoir la réalité dans son chatoiement nuancé et comme elle est. Ce qui va faire la différence, en fait, c'est la psychorigidité. C'est-à-dire que le paranoïaque, il est psychorigide pour lui-même, pour les autres,
Alors c'est complètement pathologique, c'est très emmerdant à vivre. Ce sont des principes intangibles et qui du coup deviennent stupides. La vraie éthique, elle est souple et elle adhère au réel. Euh, alors que le pervers narcissique, lui, il est, comment on va dire, psychorigide comme ça l'arrange. Hein, c'est-à-dire qu'il va donner une version des choses à certains moments parce que ça l'arrange, et puis la version diamétralement opposée à un autre moment parce que ça l'arrange, et l'incohérence des deux ne le dérange pas. D'accord? Et puis, le paranoïaque et le pervers narcissique ne sont pas sur la même émotion et sur la même crainte. Le paranoïaque, il est rempli de terreur, hein, pas de la peur, de la terreur. Et il craint qu'on lui veuille du mal, qu'on attente à ses jours, qu'on le fasse souffrir. Le pervers narcissique, il est rempli de jalousie, d'envie hostile, et il craint qu'on ne l'humilie. D'accord? Et très profondément, on voit bien que c'est un peu différent. Hein. L'ambiance, n'est pas la même. Elle est plus raide chez le paranoïaque. Faire rire un paranoïaque, c'est compliqué. Faire rire un pervers narcissique, surtout en phase de séduction, c'est vraiment pas difficile, surtout si vous avez envie qu'il rie. Voilà. Alors, je dois bien dire qu'il a une espèce d'intuition, enfin en fait on a tous l'intuition les uns des autres et assez fine, des gens qu'il va pouvoir ferrer, chercher à ferrer. Comme c'est un coucou, une tique, un voleur, il va bien évidemment déjà viser des personnes qui sont riches. Alors, qui sont riches du type de richesse qui l'intéresse, donc la richesse matérielle, bien évidemment, mais aussi la richesse intellectuelle, la richesse émotionnelle, la richesse en termes de réseau, hein, dans les milieux professionnels, par exemple, je m'intéresse à telle personne parce qu'elle est au milieu d'un réseau d'amis et que ça m'intéresse d'être introduit auprès de ses amis pour faire mes affaires. Hein. Voilà, d'abord la richesse. Elle s'intéresse aussi à des gens qui vont être des gens généreux, bien sûr, parce qu'il ne suffit pas d'être riche, il faut aussi être prêt à donner, et de bonne volonté, c'est-à-dire des gens qui sont capables de se remettre en question, d'écouter avec attention ce que dit l'autre, de se poser des questions sur eux-mêmes, qui sont capables de la bonne volonté de chercher à changer, qui sont capables de la bonne volonté de prendre en compte ce que dit l'autre pour devenir un meilleur être humain. Vous voyez, donc ce sont des gens plutôt très chouettes. Ce sont aussi la plupart du temps des gens qui ont une faille, et qui est une faille du type peur de l'abandon ou carence affective. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont très fort besoin d'être aimés, qui sont souvent convaincus malgré leur richesse, qui ne sont pas trop dignes d'amour, et qui sont souvent prêts à faire des efforts démesurés pour qu'on continue à les aimer. Voilà. Donc ce sont des gens qui vont accepter, plus que raisonnable, accepter plus qu'il ne faudrait de malmener leurs limites. Ce sont souvent aussi des gens qui dans leur histoire ont des histoires d'abus. L'abus étant certes l'abus sexuel qui est le premier auquel on pense, mais l'abus physique du type violence, notamment dans l'enfance, et abus émotionnel, hein, de toutes les façons possibles. La définition de l'abus étant le fait qu'on ait outrepassé vos limites sans votre permission. Donc vous voyez que c'est très vaste. Hein. Donc voilà, les gens qui sont dans des difficultés autour de l'abandon, autour de la carence émotionnelle, autour du fait de se dévaloriser, autour du fait d'avoir vécu l'abus, et qui par ailleurs sont riches et généreuses, sont les proies types. Et alors les pervers narcissiques les repèrent, mais incroyablement vite. Voilà. Dans les gens que j'écoute et qui sont des proies, encore sous emprise ou sortis de l'emprise, le pervers narcissique, il fond en général sur la proie à un moment où son histoire la fragilise. Donc un licenciement, une histoire pénible, un divorce, que sais-je, le fait de souffrir de vieillir, migrer, enfin voilà, toutes les aventures de l'histoire humaine qui ne sont pas forcément toujours très gaies. Voilà, ce sont des gens qui sont fragilisés et qui du coup vont laisser rentrer le coucou beaucoup plus facilement. Voilà.
Alors, comment est-ce que le pervers procède? Et c'est une question que vous n'avez pas posée, mais qui est juste après, qu'est-ce que c'est que la relation d'emprise? Alors, il y a 3 phases. Alors, comme à chaque fois qu'on énonce des généralités, c'est vrai sauf quand c'est faux, hein. C'est de la psychologie clinique, c'est pas une science exacte. Donc, en gros, la plupart du temps, on constate ça. De temps en temps, ça se passe différemment. La première phase, c'est la phase de séduction. Donc, voilà, j'ai 50 ans, je viens de divorcer, matériellement, c'est difficile pour moi. Par ailleurs, je suis une femme ouverte, généreuse, sympa, prête à me remettre en question. J'ai commencé une psychothérapie, je travaille sur moi, tout ça. Et je rêve d'un homme voilà, qui me donnerait enfin l'amour et l'apaisement dont j'ai besoin. Je rêve d'un partenaire qui pourrait voilà, construire avec moi, reconstruire avec moi une vie, avec mes enfants qui ne sont pas encore tout à fait partis de la maison, avec, voilà, qui pourrait me soutenir dans les difficultés matérielles que je rencontre. Alors, c'est pas seulement me soutenir avec les sous, c'est aussi m'aider à changer mon tuyau de gaz. Enfin, voilà. À ce moment-là, je vais rencontrer un homme, pervers narcissique, mais évidemment, je ne le sais pas encore, qui va, dans la phase de séduction, trouver que je suis merveilleuse, trouver que je suis belle, trouver que la cinquantaine est le plus bel âge de la femme, changer mon tuyau de gaz, mais pas seulement, me refaire la peinture de la salle de bain, adorer mes enfants, sortir avec moi, avec les enfants, sans les enfants, m'emmener en voyage, enfin voilà. Et moi, je vais avoir l'impression de vivre ce rêve bleu, comme dit le film de Walt Disney, de vivre une chose merveilleuse, etc. Voilà. Jusqu'au moment où, deuxième phase, le ferrage. Jusqu'au moment où mon pervers narcissique va me proposer, par exemple, de lâcher mon appartement, j'en suis propriétaire, donc de le vendre, de changer de région, je suis lilloise, il va me proposer de venir chez lui à Bordeaux, et d'acheter avec lui un appartement commun pour lui et nos enfants. Je vais probablement déjà avoir eu quelques signaux d'alerte, mais c'était tellement merveilleux que j'en tiens pas compte. Je me dis, il était stressé, il sort lui-même d'une histoire d'amour difficile, etc. Je vais vendre mon appartement, prendre mes enfants, réinscrire tout le monde dans les facs qui vont bien. Enfin, c'est une usine à gaz, hein. Déménager tout le monde et m'installer dans la région bordelaise, ce qui a l'avantage de m'isoler totalement de mon milieu. Je vais me retrouver seule à Bordeaux. À partir du moment où je pose mes valises et mes cartons, alors la relation d'emprise va commencer. Le pervers narcissique va commencer à chercher à prendre le pouvoir sur moi et à me dominer. Il va faire ça en cherchant à me décérébrer. Ça, c'est un mot de Paul-Claude Racamier, c'est très fort, mais c'est vraiment ça. Moi, c'est à ça que je repère les proies qui viennent s'asseoir en face de moi. Quelquefois, elles me disent, mais comment vous pouvez savoir que l'autre est pervers? Vous ne l'avez pas sous le nez, vous n'avez que moi sous le nez. Je le vois parce qu'elles sont incapables de brancher 3 pensées cohérentes, incapables de se souvenir, et elles sont complètement bousculées dans leurs émotions, hein. Donc cette façon de chasser l'autre de la pensée se fait par différentes manœuvres du type redire ce qui s'est passé mais un tout petit peu différemment, faire de l'autopromotion, retourner les critiques, mettre l'autre en double lien, voilà, troubler l'autre dans sa pensée, ne lui laisser aucun repos, ce qui fait qu'elle n'a pas le recul, puis comme elle est isolée, elle ne peut plus s'appuyer sur sa mère, son père, ses amis, ses collègues, pour s'y retrouver, revoir un peu clair, hein. Le pervers narcissique a cet art de vous faire vous demander, mais 5 fois par jour, où est-ce que j'ai raison, où est-ce que j'ai tort, où est-ce que ça va, où est-ce que ça va trop loin, où sont les limites. D'accord? Et puis, il y a une seconde partie à la pensée, c'est étonnant de le dire comme ça, mais les travaux de neuropsychologie le prouvent. Il y a un second allié de la pensée qui est l'émotion. Hein, les travaux de Damasio notamment ont montré que quand mon émotion est détruite, par exemple, je suis incapable de prendre des décisions, hein, et que l'émotion est là tout le temps. Et le pervers narcissique, il trouble l'émotion. Il souffle le chaud et le froid. Pour revenir sur
ma cinquantenaire, on va l'appeler Louise. Par exemple, à Louise, il va être capable de lui dire: ma chérie, tu es tellement belle, tu es tellement radieuse, tu es vraiment merveilleuse, tu es la femme de mes rêves. Mais t'as pas un peu grossi? C'est compliqué à vivre, ça. Hein. Terroriser, apitoyer, et puis par moments se remettre à séduire, et puis recommencer, etc. Donc la personne est complètement perdue. Et du coup, elle va devenir incapable de s'orienter. Et le pervers narcissique va s'emparer de ça pour lui faire des choses qu'elle n'aurait pas faites toute seule. Et donc la proie se retrouve à faire, à dire des choses où elle ne se reconnaît pas elle-même. Donc elle se perd. Et comme elle est en permanence sous stress, ça a aussi des effets physiques, ça la déconnecte de son vécu corporel. Et là aussi, elle se perd parce que si je sens que je suis moi, c'est aussi parce que je sens que je suis mon corps. Donc le stress me déconnecte de mon corps et me déconnecte de moi. Donc je suis déconnectée de ma pensée, de mon émotion, de mon corps. Je deviens un bouchon flottant sur la mer déchaînée. Ce que fait aussi le pervers dans la relation d'emprise, c'est qu'il déshumanise l'autre, donc il lui enlève son humanité, il instrumentalise l'autre comme un objet. Là, on retrouve la dimension perverse dont je parlais tout à l'heure, comme un objet au service de son bon plaisir. Donc il va nier la parole de la proie, savoir pour elle ce qui se passe pour elle, parce qu'en général ces gens-là s'intitulent férus de psychologie, lui définir ce qu'elle vit, lui définir ce qu'elle est, s'en servir pour servir ses propres intérêts. Un de ses intérêts, et non des moindres, étant de pouvoir accuser l'autre de ses propres travers. La proie d'un pervers narcissique est véritablement sa poubelle psychique. D'accord? C'est-à-dire que moi, je n'ai aucun défaut, c'est toi qui en as, et quand tu me remets en question, Louise, je te renvoie immédiatement la question en te disant que le fait même que tu me remettes en question est le signe d'un problème psychologique chez toi. Et moi, je m'y connais en psychologie. Voyez? Donc voilà, la proie est complètement sortie d'elle-même. Elle a perdu son gouvernail, elle a perdu qui elle était, elle est isolée, elle est bien souvent de plus en plus dépressive. Et dans ces cas-là, la seule chose qu'elle trouve à faire pour essayer de tenir debout, c'est se raccrocher au seul pilier qu'elle est à ce moment-là. Malheureusement, ce pilier, il est pervers narcissique. Et du coup, ça entraîne un piège dont il est très compliqué de se sortir. Je n'adhère pas à cette idée qui voudrait que quelqu'un reste dans une relation d'emprise parce qu'il est masochiste, c'est-à-dire qu'il prend plaisir à souffrir. Mais bien plutôt, je dirais, comme fait mon maître Alain Crespel, le sens prime sur le confort. Et cette personne trouve dans la relation d'emprise du sens, d'abord parce qu'elle essaye de tenir debout en se tenant au pilier, et ensuite parce que malheureusement, ce qu'elle vit là vient lui confirmer des croyances qu'elle a, en général depuis sa plus tendre enfance, autour de son incapacité à être aimée, son indignité en tant que personne humaine, le fait qu'elle est abusable et corvéable à merci, le fait qu'elle n'a pas à être importante ni à revendiquer pour ses besoins, et j'en passe. Et donc ça a du sens, c'est familier. Et puis il y a un dernier petit motif auquel je tiens beaucoup, c'est quand même derrière notre compulsion de répétition, pour une fois je suis freudienne, il y a, il me semble, à chaque fois un essai de guérir de l'enfance. À chaque fois que je me remets dans la répétition, je me remets en position de guérir. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on sort de l'emprise et qu'on se met à travailler sur soi, on a tout d'un coup un potentiel phénoménal qui s'ouvre pour avoir confiance, pour avoir conscience de soi et pour pouvoir enfin réparer les blessures et entrevoir qu'on est digne d'être digne, digne d'être aimé, digne d'être respecté, digne d'avoir de la valeur, digne d'être bien traité.
Alors, il y a une relation d'emprise, en effet, tout à fait particulière et terrible, qui est la relation d'emprise qu'un pervers narcissique a sur ses propres enfants. Alors là, les propres enfants, ils n'ont pas tellement besoin de séduction, parce que du fait même de leur état d'enfant, ils sont ferrés d'emblée, si je puis dire. Donc le parent pervers va utiliser ses enfants, dans un premier temps, comme un prolongement narcissique de lui-même. Hein, c'est-à-dire que les enfants ne seront pas appelés, comme il est normal, à avoir une vie propre, une vie psychologique propre, une identité propre, un désir propre. Ils vont être appelés à être un faire-valoir narcissique pour le parent, un prolongement narcissique pour le parent, qui vont s'accrocher l'enfant et ses faits et gestes au revers de la veste comme mon micro-cravate pour se faire valoir. Donc c'est les enfants qu'on exhibe dans les dîners et dont on vante les hauts faits, les diplômes, les réussites, etc. Donc l'enfant déjà va se voir dérober toutes ses victoires au profit du parent. Il va d'ailleurs être prié d'avoir les victoires que le parent désire qu'il ait. Bon. Ensuite, ce que j'ai un peu évoqué et que je vais dire là un peu plus longuement, le parent pervers, tous les pervers narcissiques sont remplis d'envie hostile. Ils sont envieux et ça les rend méchants. Hein, ils veulent détruire l'autre de ce que l'autre possède parce qu'ils voudraient l'avoir et pas l'autre. Parce que le pervers narcissique estime qu'il n'a jamais assez. Donc il veut tout ce que les autres ont. Et donc, dès que l'enfant d'un pervers narcissique va se mettre à réussir, à avoir des amis, des amours, à être beau ou joli, bref, à grandir au fur et à mesure que son parent vieillit, ce qui est la logique normale des choses, le pervers narcissique va chercher à le rabaisser, voire le détruire, voire l'empêcher de réussir par toutes les manœuvres possibles, des petites réflexions cinglantes qui sont bien destructrices, jusqu'aux colères acharnées, jusqu'à la destruction active des amitiés et des amours, jusqu'au sabotage actif de la moindre entreprise de l'enfant. Le parent ensuite va gémir sur le mode victimaire d'avoir des enfants aussi mauvais et incompétents, ce qu'il a lui-même produit, mais qu'il ne reconnaîtra jamais. Alors, je crois, alors là, c'est une espèce de... Il ne faut pas prendre ça au sens scientifique, hein, ce que je vais dire, c'est plutôt une image. Alors, par contre, scientifiquement, on sait que seuls 6% des enfants victimes de violences deviennent des parents violents. C'est extraordinaire, la nature humaine est fabuleuse. Ça veut dire que 93% des êtres humains parviennent à ne pas reproduire. Chapeau les êtres humains. Bon. Je pense que pour ce qui est des enfants de pervers, c'est peu ou prou la même chose. De fait, il y a un certain nombre d'enfants de pervers narcissiques qui épousent malheureusement eux-mêmes la carrière de pervers narcissique. Il y en a, c'est pas la peine de se mettre la tête sous le tapis. J'ai eu des témoignages, ça fait froid dans le dos. Voilà, donc ça existe. Ça ne s'attrape pas seulement parce que ça se refile, c'est pas une contagion, mais c'est un des moyens. Une autre proportion d'enfants pervers narcissiques, là je pense qu'elle est plus importante, ne sont pas structurellement pervers narcissiques, mais ont appris des comportements pervers narcissiques et jusqu'à ce qu'ils en aient conscience, ont tendance à les reproduire. Mais par exemple, un diagnostic différentiel intéressant, c'est que ces gens-là arrivent en thérapie chez moi, voilà, en me décrivant leurs faits et gestes, qui sont authentiquement PN, il n'y a pas de souci, mais ils acceptent d'en avoir conscience et ils acceptent d'en sortir. Hein. Je me souviens d'une de mes clientes qui était une femme merveilleuse, qui avait des vrais traits PN,
et avec qui, au bout d'un moment, quand la confiance était établie et que voilà, on travaillait bien toutes les deux, de temps en temps, elle me racontait quelque chose et elle me disait « Ah, j'ai encore fait la perverse. » Voilà. Hein, c'est-à-dire que la conscience vient et la personne en sort. Et puis, il y a, et je pense que c'est la majorité, une grande majorité d'enfants qui s'en sortent avec des coups, des bleus, des bosses, des nions, qui méritent une bonne psychothérapie pour guérir de toutes ces blessures, mais qui ne sont pas pervers. Par contre, ça augmente considérablement le risque d'avoir des conjoints ou des amis pervers. Voilà. Ou, par extraordinaire, il n'y a pas de hasard, des collaborateurs ou des patrons pervers. Voilà. C'est-à-dire que par contre, ça augmente la possibilité d'être sous emprise. Vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est normal qu'on m'abuse. Et donc, quand on m'abuse, je ne le repère pas, ou je ne le repère pas d'emblée, ou je laisse faire parce que c'est familier. Et puis parce que j'ai l'impression qu'avec moi, on ne peut pas faire autrement. Hein. Mon père, ma mère m'a tellement raconté que j'étais, je vais être grossière, une sous-merde, qu'on ne peut pas me traiter autrement. Donc comment on fait pour s'en sortir? Alors effectivement, d'abord on repère. Comment on repère? Eh bien, YouTube est plein de vidéos formidables, il y a plein de livres géniaux. Voilà, on va chercher l'information, on se remet à penser. Le pervers narcissique a expulsé la proie de sa pensée, on la récupère. On en parle aux copines, on va sur les blogs, on va voir un professionnel. C'est pas indispensable, ça aide. Mais c'est pas indispensable, hein, je ne prêche pas pour ma boutique, si je puis dire. Mais on se remet à penser. On renoue avec les gens dont on était isolé. Et on affronte la honte et on raconte. Et on écoute ce que les gens vous renvoient. Alors pour l'entourage, c'est très compliqué. Parce qu'il faut naviguer entre dire ce qu'il en pense et ne pas faire trop pression pour que la personne s'en aille. Il m'est même arrivé à moi d'avoir des clients qui venaient pour sortir d'emprise, à qui j'ai dû mettre, j'ai honte de le dire, mais une trop forte pression et qui ne sont jamais revenus. Ou ils n'étaient pas prêts à partir. Enfin, vous voyez. Donc en tout cas, renouer avec son entourage pour parler, mais aussi pour avoir enfin de l'amour et se souvenir de quel goût ça a, de l'amour de toutes les façons, hein. Mais aussi pour rire, mais aussi pour se détendre, mais aussi pour sortir du stress, pour jouer, pour aller se balader, pour aller au cinéma, pour aller au resto, pour... alors, c'est pas... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais pour prendre une cuite. Enfin, vous voyez, un truc un peu festif, quoi. Bon. Je ne fais pas l'apologie d'alcoolisme, hein. C'est une très mauvaise idée de s'y coller, et ça peut d'ailleurs être sous emprise, peut aussi générer l'abus de drogue, d'alcool, etc. C'est pas bon, hein. Bon. Et puis, retrouver le goût de soi. Ah oui, non, si avant ça, évidemment, gros comme un camion, tellement gros que je pense même pas à le dire, fuir. Souvent, les proies sont désespérées. Il n'y a que ça à faire? Oui. Il ne peut pas changer? Non. On ne peut pas aller en thérapie de couple? Non, ça ne sert à rien. Il ne peut pas aller en thérapie? Des fois, il y va, mais ça ne sert à rien. Il peut changer? Non. Je suis obligée de fuir? Oui. Si tu veux sauver ta peau, va-t'en. Pars. Quel que soit le prix que ça coûte, et sans s'illusionner sur le fait que quand on quitte un PN, on y laisse toujours des plumes. Donc autant s'y attendre en avance. On va y laisser des plumes, mais pas sa peau. Ça vaut le coup. Hein. Fuir, divorcer par exemple, quand il y a des enfants en jeune âge, ça peut donner des situations qui sont parfois tout à fait tragiques. Ça peut donner aussi des situations qui sont tragiques parce que l'homme ou la femme de loi en face n'est pas toujours à même de discerner ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe, de comprendre qui est le pervers narcissique des deux, le pervers narcissique étant très fort à se faire passer pour une victime. C'est très compliqué à discerner, surtout que les hommes et les femmes de loi ayant peu de temps pour traiter les dossiers, ils n'ont pas le temps d'une expertise approfondie. Ils sont d'ailleurs, en général, assez allergiques à pervers narcissique. Il vaut mieux pas dire ce mot-là. Bon. Et puis ensuite, se reconstruire. Alors, se reconstruire commence par...
il y a plusieurs pistes, je dirais, conjointes et en même temps. D'abord, retrouver le goût de soi. C'est peut-être ce qu'il y a de plus long. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'importe dans la vie? Quel est le sens de ma vie? Compte tenu du fait que je suis née et que je vais mourir, qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe entre les deux? euh, Quelle est la musique que moi j'aime? J'ai oublié. Quels sont les vêtements que moi j'aime? J'ai oublié. Quelles sont les sorties et les voyages que moi j'aime? J'ai oublié. Quels sont les livres que moi j'aime? J'ai oublié, etc. Hein, retrouver le goût de soi. En même temps, traverser des deuils successifs. C'est pas simple. D'abord, le deuil de la relation en elle-même, qui de toute façon est toujours une relation, enfin, quitter une relation c'est toujours un deuil, quelle que soit la qualité de la relation, et même quand c'est la proie qui a décidé de partir. Traverser, et ça c'est infiniment pénible, le deuil d'être jamais compris par le pervers narcissique, qui continuera à vous dire jusqu'à sa mort que c'est de votre faute, qui ne comprendra jamais le mal qu'il vous a fait. Du coup, traverser l'enfant de ça qui est la soif de vengeance. Ça sert à rien de se venger. Puis en plus, c'est pas la peine de bouger. Vu comme il est tricoté, tôt ou tard, il va finir par se casser le nez. Et puis, traverser un troisième deuil qui est infiniment douloureux. C'est le deuil d'un monde où tous les hommes sont de bonne volonté et où, à force d'amour et de dialogue, on va pouvoir devenir tous frères. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, les soldats seront troubadours. Et nous serons morts, mon frère, chante Gilles Vigneault, faire ce deuil-là. Or, en général, les proies sont de belles personnes. J'ai coutume de dire de façon très affectueuse, sont des bisounours. Et donc, faire le deuil du monde de bisounours. Le mal existe. C'est difficile à regarder dans les yeux, ça. C'est difficile, vraiment. Et puis, enfin, faire tout un trajet dans le fait de se retrouver soi-même avec son propre corps. Donc, comme je suis formée à la somatopsychopédagogie, qui est une discipline qui vise à percevoir son corps et apprendre sur soi de son corps, évidemment, je trouve que la somatopsychopédagogie est une voie royale, mais bien évidemment, il y en a d'autres qui sont des disciplines de conscience de soi autour du corps, donc le yoga, la danse expressive, voilà, toutes les disciplines où je vais me retrouver, y compris retrouver la douce puissance de mon bassin, la douceur de mes muscles, mes pieds, mes genoux, me réancrer au sol, me remettre la tête dans le ciel et avoir cette connaissance intime, physique, que j'existe et, peut-être pour la première fois de ma vie, que je peux m'appuyer d'abord sur moi-même.